À 10 km de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, la colline de Villeneuve-de-la-Raho. Un village de 4000 habitants, pas si paisible qu'il en a l'air. Depuis des années, il est le théâtre d'une querelle de clochers. Ou plus exactement, d'une querelle de château d'eau. Bon, alors voilà. Voilà l'œuvre d'art. Depuis 1998, des antennes relais sont apparues à son sommet. Cette habitante, qui vit juste en face, en compte aujourd'hui 25. Je crois qu'on est le deuxième château d'eau de France, le mieux équipé, après Poitiers. Mais enfin, Poitiers, je pense qu'il y a quand même plus d'habitants que nous, quand même. C'est pas la même ville. Voilà, nous, on fait tout en grand chez nous. Depuis 4 ans, les riverains, très remontés, ont formé une association pour réclamer le démontage des antennes. Alors, lorsqu'on nous ouvre les portes du château d'eau, un petit groupe de curieux s'invite à nos côtés. Mais très vite, c'est le malaise. Marie, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis pas venue. Souffrance réelle ou psychosomatique ? Difficile de trancher. Pour le reste du groupe, l'exploration du château d'eau continue. Vous voyez qu'il y a au moins 40 câbles au moins. Je ne les ai pas comptés, mais c'est impressionnant. Et au-dessus, là, vous avez l'eau. Il peut y avoir un court-circuit à tout moment. Et puis, s'il y a un court-circuit, les câbles brûleront et tout ça aura l'effet d'un incendie avec des gaz toxiques et tout ce qu'il en est pour polluer l'eau. À l'image de ses habitants dans le village, ils sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter. Sur les voitures et les maisons, ces affichettes morbides fleurissent un peu partout. La psychose gagne. D'autant que ces derniers mois, 3 des 220 enfants de l'école communale ont développé un cancer, dont une leucémie. Mais pour les autorités sanitaires, gare aux conclusions hâtives. Je vous confirme, en tout cas de manière nette, qu'il est actuellement trop tôt pour confirmer des conclusions et de liens entre les antennes et les pathologies, d'autant plus que les profils pathologiques des 3 enfants sont tous différents. Pas suffisant pour rassurer les habitants. 468 familles ont signé une pétition pour réclamer l'application du principe de précaution. En clair, déplacer les antennes. Après des mois de dialogue de sourds, la municipalité y voit surtout une opération de déstabilisation politique. Devant notre caméra, Madame le maire va faire une annonce. Mais moi, je ne peux pas être sourde et insensible à la crainte, même d'une partie de la population. Et on a convenu qu'il fallait prendre une décision pour amener la sérénité dans le village. Donc, nous allons dénoncer le contrat qui arrive à échéance avant le 22 août. C'est une victoire pour les anti-antennes, mais pas totale. Cette annonce ne concerne qu'un seul des 3 opérateurs présents sur le château d'eau. 64 millions de téléphones portables en France. Les mobiles se multiplient et avec eux, les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent. Pourtant, en début de mois, des experts internationaux réunis à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé ont tranché. Les champs électromagnétiques de radiofréquence rejoignent la catégorie B2. En d'autres termes, du portable au Wi-Fi en passant par le micro-ondes, tous sont susceptibles d'être cancérogènes pour l'homme. On a découvert chez les utilisateurs de téléphones portables vis-à-vis les personnes qui n'utilisent pas un risque un peu élevé, mais significatif, statistiquement significatif, d'un développement de cancer dans le cerveau. Alors c'est à côté où le téléphone se trouve pendant l'utilisation. Un constat inquiétant, mais après 10 ans d'études, le lien entre cancer et ondes électromagnétiques reste difficile à établir. Pourtant, les conséquences sur la santé paraissent indéniables. Alors ces effets sont de plusieurs ordres. On a effet sur la molécule d'ADN. On a pu voir que l'exposition au portable pouvait provoquer des cassures dans l'ADN de nos cellules. On a montré également, et ça il y a beaucoup d'études qui ont montré l'effet sur le système immunitaire. Il semble que l'immunité de la personne exposée diminue quand elle ne disparaît pas complètement. Lors d'un appel avec un téléphone portable, un rayonnement électromagnétique est produit en direction d'une antenne.
Cette dernière va répercuter l'onde vers une station de base qui la transmettra vers une autre antenne pour enfin aboutir vers le téléphone du correspondant. Et c'est justement ce rayonnement électromagnétique qui pourrait représenter un risque. Il est d'ailleurs possible de le mesurer en volts par mètre. Alors, si vous voulez le placer à proximité de la sonde, vous allez avoir une idée du niveau de champ auquel votre oreille et votre cerveau sont exposés. Donc là j'appelle. Voilà, l'appel est lancé et là, alors là on est à 4. On monte jusqu'à 30. Puis ça redescend. Là vous devez être en communication, on est à 3. Le niveau de champ diminue quand vous êtes en communication. Il est élevé le moment où le portable cherche l'antenne. Les normes permettent même aux fabricants de portables de monter jusqu'à 41 volts par mètre. Les associations de leur côté souhaiteraient un niveau de champ au maximum à 0,6. D'autant que le téléphone portable est loin d'être le seul générateur de radiofréquences dans le quotidien. La première, ça va être celle-là. C'est-à-dire que ça, c'est un téléphone sans fil qui fonctionne sur la base de radiofréquences. Quand vous vous éloignez de la base, vous pouvez continuer à téléphoner parce qu'il y a effectivement des ondes qui passent. Première source d'exposition. La deuxième source, c'est évidemment la box Internet. D'autant que ce Wi-Fi, il est hélas pas la seule source Wi-Fi à laquelle on est exposé, puisqu'on reçoit aussi le Wi-Fi des voisins. Bon, la troisième source, ça va être, puisqu'on est dans les micro-ondes, radiofréquences micro-ondes, ça va être le four à micro-ondes. Séparément, les champs électromagnétiques générés ne sont pas forcément élevés, mais leur juxtaposition devient-elle très inquiétante. Certaines personnes exposées se plaignent d'insomnie ou de maux de tête. Dans le cas du téléphone portable, il est possible de limiter quelque peu son impact. Nous recommandons l'usage de kit-oreillette parce que ça diminue l'exposition. Mais attention, ça ne fait que diminuer l'exposition. Ça ne l'annule pas. C'est-à-dire que toutes les consignes, tous les conseils qu'on peut donner d'utilisation contrôlée du portable restent en vigueur, que ce soit avec ou sans oreillette. Et pour ça, il faut éviter au maximum les conversations longues, les conversations de plus de 3 minutes. Le problème le plus préoccupant reste l'utilisation précoce du téléphone portable. Selon des chercheurs brésiliens, le cerveau des enfants absorberait jusqu'à 60% de plus qu'un adulte les champs électromagnétiques. Voilà donc l'entrée de la zone. Il n'y a personne qui habite, il n'y a plus rien, plus de photos, il n'y a plus rien. C'est une zone naturelle. Une zone naturelle, unique en son genre. La seule en France où les EHS, comme on les appelle, les victimes d'électro-hypersensibilité, peuvent trouver refuge. Mais avant d'y entrer, attention, il faut d'abord montrer patte blanche. Nous arrivons donc dans le sanctuaire des EHS et je vais être obligé de prendre vos portables pour pas qu'il y ait de rayonnement. On va les mettre dans une boîte, une cage de Faraday pour annuler tous les rayonnements de vos portables. Vous les arrêtez et je vous les rendrai quand vous repartirez. Voilà. Merci. Vous avez en bout un site d'antenne relais. C'est fait exprès pour montrer que les EHS sont vraiment malades, ils souffrent et qu'ils ne souffrent pas de quelque chose de psychomomatique ou une phobie. Sur les 5 hectares que compte la zone, les EHS n'occupent qu'une petite parcelle. Et ce n'est pas par hasard. Le but est de trouver un champ électrique proche de zéro. Les antennes relais sont relativement loin, on est protégé par des montagnes, il n'y a personne, il n'y a pas de Wi-Fi, donc avec un relief comme ça, on arrive à une zone propre. Malgré tout, votre caméra, vous voyez, arrive à dégager un petit peu. Si on recule, on le voit, ça varie un peu. Depuis son ouverture il y a 2 ans, ce refuge anti-ondes accueille entre 4 et 6 personnes en permanence et jusqu'à 60 en été. À leur disposition, un environnement adapté, entièrement blindé, mais aussi ces étranges unités de décharge. Les gens qui sont chargés en champ électromagnétique, en électricité, donc ils viennent là-dedans, ils se déchargent complètement. Là, vous vous videz, vous revivez, voilà. Claire est une habituée des lieux. Une caravane qui est toute habillée en isolant d'aluminium. Et donc, quand tout est fermé, eh ben, on est vraiment bien. Il n'y a plus d'ondes, rien du tout, c'est impeccable. Claire est faiblement électrosensible. Lors de l'apparition des premiers symptômes, elle a d'abord cru à une sclérose en plaques avant de faire le lien avec l'antenne qui venait d'être installée à côté de chez elle. Aujourd'hui, elle a appris à s'adapter. Là où je travaille, il y a une antenne qui est à 150 mètres. Bon, j'ai un mi-temps, donc je reste 3h30, mais par moment, j'ai la couffaine.
Par moment, j'ai l'acouphène, donc je sens, encore que c'est le matin, les antennes, elles crachent pas le matin. C'est plutôt vers 18h le soir. Mais si je devais être là l'après-midi, quand les gens utilisent plus l'antenne, je sais pas si je supporterais 8 heures d'affilée. En général, Claire ne reste pas longtemps au refuge, à peine quelques jours. D'autres y passent plusieurs semaines, ou alors seulement quelques heures, comme Jean-Michel qui vient pour la première fois. Moi je constate sur moi-même physiologiquement que là pour la première fois de ma vie que je viens dans un endroit on va dire avec un seuil très très bas, je me sens bien, j'ai plus mes problèmes de maux de tête, de mâchoire crispée, j'ai même envie de bâiller, envie de dormir et ça c'est une grande première depuis à peu près 10 ans. Pour tous, la zone de refuge est un lieu pour se ressourcer, pas un camping, car ici, on ne vient pas pour le plaisir, mais par nécessité. On demande qu'une seule chose, dans un pays qui fait 500 000 km², on demande à avoir quelques dizaines de kilomètres carrés blancs. Et on nous le refuse. Et on nous le refuse pourquoi? Eh bien, on nous le refuse parce que ça n'existe pas. On nie notre existence. Si on fait une zone blanche, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un problème, le problème il n'est pas pour nous, il est aussi pour tout le monde. À ce jour, il existe 2 autres refuges de ce type en Europe, en Suède, où l'électrosensibilité est considérée comme un handicap, et en Italie.